Eh bien, bienvenue à vous pour ce meet-up sur les métavers. Les métavers. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Le premier, super, merci. Nickel. Donc c'est un plaisir pour moi de faire ce meet-up sur les métavers. Vous en avez entendu parler, ça fait l'actualité. Bon, ça fait quand même un certain temps qu'on en entend parler, sans jamais que ça décolle vraiment. Et là, ça y est, on a l'impression que ça a vraiment pris vraiment toute l'actualité. Donc pour la présentation, donc on est Digital for Better. Ouais. Donc Digital for Better, c'est une entreprise dont je suis fier de faire partie parce qu'elle n'est pas comme tout le monde. Notre but, c'est d'accélérer la responsabilité numérique sociétale des entreprises et puis de promouvoir un numérique à impact positif. Bref, après avoir dit tout ça, ça a l'air d'être de grandes phrases, mais ce qui est bien chez Digital for Better, c'est que c'est inscrit au statut de notre entreprise, c'est notre mission. Donc voilà, donc, du coup, je suis très content de vous partager ce sujet aujourd'hui au sein d'un meet-up Digital for Better. Et pour me présenter, donc moi je suis Benjamin Demonnet, je suis ingénieur donc chez Digital for Better et je suis collectionneur de compteurs électriques à jetons. Voilà. Ce qui fut une époque où on mettait des jetons dans les compteurs électriques pour pouvoir avoir de l'électricité. Voilà. Hop. Blague à part, donc aujourd'hui le sujet c'est les métavers. Pourquoi est-ce que je suis parti sur un sujet comme ça En fait, à la base, j'ai fait mes études à Polytech Angers. Polytech Angers, en fait, avant ça s'appelait l'ISTIA, pour ceux qui connaissent. Donc c'est à l'université d'Angers. Et j'ai fait de la réalité virtuelle là-bas. J'étais dans le cursus IHMRV. Et à la suite de ça, en fait, j'ai fait pas mal de travaux au sein de cette promotion. Et à la suite, j'ai pas forcément été dans ce métier-là parce que c'était très compliqué de trouver du métier, un boulot dans la réalité virtuelle encore en 2012. Ouais, voilà, c'était. Mais voilà. Et en fait, à l'époque, juste pour vous donner un exemple, chez Alistia, donc à Polytech Angers, on avait ce qu'on appelle un speedar. Donc c'était un peu le futur, quoi. Voilà. Voilà, à côté de ça, donc ici vous avez la représentation d'un test en fait où on a une main en fait avec laquelle on vient saisir un objet. Et en fait, le speedar en fait c'est un dispositif de réalité virtuelle qui avait été installé avec l'aide du professeur Makoto Sato de l'université de Tokyo. Et ce dispositif en fait visait à avoir des câbles en fait branchés, enfin, des câbles en fait qui sont reliés à des servomoteurs qui sont un petit peu au coin d'un cube. Et en fait, à chaque fois qu'on approche notre main et qu'on touche un objet virtuellement, en fait, les câbles exercent un retour, ce qu'on appelle un retour haptique sur notre main. Et donc, on a l'impression de venir rentrer en contact avec cet objet. Donc voilà. Ça, c'était vraiment juste pour vous présenter un petit peu les dispositifs avec lesquels j'ai travaillé à l'époque. Et donc, quand j'ai entendu parler Mark Zuckerberg de Métavers et de la nouvelle direction de l'entreprise, en fait, ça m'a fait plaisir de voir que ça y est, ça venait dans l'actualité. Ça y est, on avait vraiment des choses qui venaient, mais en même temps, donc voilà, avec l'image qu'on a du métavers, où on peut jouer aux cartes, choisir son style, et puis pouvoir appeler quelqu'un en live, ben voilà, ce genre de choses. Mais en même temps, j'ai pas pu m'empêcher de flipper un peu. Et je me suis dit vers quoi on va si c'est voilà, Facebook, enfin Meta qui prend les choses en main là-dessus. Donc je me suis dit faut absolument que je m'intéresse plus en fait et que je regarde un peu, que je me réactualise un petit peu sur tout ce qui se fait et notamment sur les métavers parce que ça a beaucoup évolué et c'est peut-être plus cette vision-là que j'avais moi qui était la vision
par exemple d'un film qui s'appelle Sleep Dealer d'Alex Rivera, qui est sorti en 2008. Et en gros, le speech du film, c'est les États-Unis ont réglé le problème de l'immigration. En fait, ils font travailler des Mexicains, mais sans passer la frontière, quoi. C'est-à-dire qu'ils font travailler dans la réalité virtuelle. Et donc j'avais un peu cette vision-là. Voilà, ça c'est une autre image du film. J'avais cette vision du travailleur de la réalité virtuelle, du travailleur du web, un travailleur de la réalité virtuelle. Et donc voilà. Alors ça vient d'où les métavers? Donc ça c'est une bonne question. Donc les métavers, hein, forcément, ça a des origines bien plus lointaines que la réalité virtuelle, enfin, en tant que telle, en tout cas ce qu'on connaît aujourd'hui. On parle souvent de l'allégorie de la caverne en réalité virtuelle. En gros, ce qu'il faut retenir de cette allégorie, enfin, en tout cas mon interprétation, enfin, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que on se construit une réalité avec ce qu'on a sous la main. Et c'est pas forcément la réalité. Et il y a des réalités alternatives. Et si on s'y intéresse un peu, on peut avoir une expérience de pensée différente. Voilà, c'est ça un peu l'allégorie de la caverne. Et en gros, la réalité virtuelle, c'est une expérience de pensée. Voilà. Et donc, pour sortir de cette caverne, il fallait aller voir un petit peu ce qui se passait du côté de la réalité virtuelle. Comment on pouvait faire pour faire croire à l'esprit qu'on était en immersion dans un monde différent, dans un monde parallèle. Donc il y a un premier, dispositif qui est très connu dans la réalité virtuelle, c'est le Sensorama. Donc c'était une sorte de machine où on s'asseyait sur un siège qui pouvait vibrer. On pouvait regarder, il y avait des films projetés dans cette boîte. Et on pouvait avoir des odeurs, il y avait des ventilateurs qui diffusaient des odeurs en fonction du film. Voilà, donc il y avait du son également. Donc vous voyez toute la liste de ce qu'il y avait, du vent, des vibrations, des arômes, du son stéréo, des couleurs, des films. Donc ça c'est en 1962. C'est de Morton Elligan. Ensuite, il y a eu le premier casque de réalité virtuelle, par Ivan Sutherland. Donc ça, c'est en 1968. Il y a eu des concepts un peu dingues, comme le Darth Vader de Thomas Furness, qui était fait pour les pilotes. Donc voilà, on a ce genre de dispositif, c'est assez impressionnant. Et pendant ce temps-là, il y a pas mal de choses qui se passent. Aussi du côté de l'informatique, il y a énormément de progrès au niveau des microprocesseurs. On a des inventeurs fous qui mettent au point le World Wide Web tel qu'on connaît aujourd'hui. On n'aurait rien sans le hypertexte, le fait de pouvoir aller de lien en lien, de page en page, de créer une toile comme ça. C'est encore aujourd'hui le fondement de ce qu'on connaît. Hein. Et puis il y avait cette vision de on va pouvoir rendre le pouvoir au peuple grâce à la technologie, grâce à l'ordinateur. Et c'était vraiment cette vision-là, cette vision de libération des peuples par la technologie qu'il y avait à cette époque-là. Donc c'est le computer power to the people. Voilà, et pourquoi psychédélique? Parce qu'en fait, il y avait un peu de LSD à l'époque, c'était pas considéré comme une drogue, hein, donc voilà, donc il y avait un petit peu de travaux, un peu, on va dire tout ce qu'on connaît comme visuel, d'un bureau, la souris, la création de la souris, voilà, tout ça, c'est un petit peu un monde à part, comme une illusion, quoi. Au même moment, il y a des courants un petit peu qui naissent. Donc en 1984, il y a un livre qui s'appelle Neuromantion par William Gibson, et c'est vraiment le cyberpunk. C'est le monde du cyberespace, qui est plus du tout utilisé aujourd'hui. En tout cas, le cyberespace est un peu galvaudé aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en 1992, il y a un livre qui sort de Neil Stephenson, et là, c'est la première fois qu'on entend parler du mot de métavers. C'est lui vraiment qui a créé
le mot, même si l'idée d'un monde alternatif avec, enfin, comment dire, vivant sans nous et pouvant continuer à vivre sa vie sans qu'on y soit forcément tout le temps connecté, c'était quelque chose qui existait déjà. Mais c'est vraiment lui qui a formalisé et qui a dit ouais, le monde est et on est passé en fait d'un cyberpunk, d'un monde cyberpunk, d'un cyberespace à quelque chose de méta en fait, parce que en gros la frontière entre le virtuel et le réel, elle est en train elle est en train de fondre en fait. On est en train de faire rentrer du virtuel dans le réel. On parle même aujourd'hui d'hyper-réalité, c'est-à-dire que c'est de la réalité avec des choses qu'on vient y ajouter. Voilà, donc on parlera de tout ça un petit peu dans ce talk. Je vous mets juste ici, bon, c'est quand même un événement marquant récent. C'est un petit peu la création des premiers casques de réalité virtuelle, des premiers casques de réalité augmentée accessibles et sur lesquels on peut bidouiller, on peut, enfin voilà, toute la communauté des makers, toute la communauté des hackers qui existe depuis les années 80. En fait, dès qu'on lui met à disposition une technologie comme ça, elle se l'accapare et puis elle est capable de pousser le concept très loin. Et l'innovation, c'est aussi une histoire de timing. Voilà. En gros, pourquoi est-ce qu'on a pu maintenant, pourquoi est-ce que maintenant c'est le moment pour Facebook de changer son nom, au-delà du fait que c'est pour masquer un certain nombre de problèmes, on va dire, comme des leaks ou des choses comme ça. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le bon timing parce qu'en fait, il y a une maturité des technologies d'imagerie 3D. Donc, on a de la puissance de calcul décentralisée. Enfin, vous connaissez le cloud gaming. Et, on est capable aujourd'hui d'avoir des data centers avec de la GPU, avec des cartes graphiques très puissantes. Donc ça, c'est une des technologies qui va être utilisée qui est d'ores et déjà utilisée pour les métavers. La maturité des technologies IA, on est capable aujourd'hui de faire du traitement d'image via des modèles, via des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de passer moins de temps à faire des rendus. Donc ça, c'est la même chose, c'est très important. Et puis la miniaturisation des GPU, tout le monde a une machine de guerre dans son téléphone, dans son smartphone. Enfin, pas tout le monde. Je en reparlerai juste après. Au niveau des réseaux, on voit bien qu'on est capable aujourd'hui de transmettre énormément d'informations. On avait les réseaux 4G, mais c'était pas suffisant. Là, il y a le réseau 5G qui arrive. Donc, c'est un peu aussi la possibilité de transmettre énormément de données avec une latence très faible. Et puis, on a aussi, bon, là, Amazon l'a annoncé, la possibilité de faire des réseaux 5G privés. Donc, ça veut dire que les entreprises pourront demander à Amazon de mettre en place un réseau 5G privé. Donc, elles pourront tout à fait utiliser la réalité virtuelle, la réalité augmentée au sein de leur structure. Donc, il y a les Wi-Fi de plus en plus performants, évidemment. Alors, évidemment, il y a aussi la pandémie. Ça a fait qu'on s'est rendu compte tous et toutes qu'on était dépendants, enfin quelque part que Internet faisait partie de notre vie. Donc là, on est vraiment dans l'hyper réalité. C'est-à-dire que en fait, les choses qu'on crée dans le virtuel font partie de notre vie aussi. On est connecté à nos proches par ce moyen, on est connecté à notre travail par ce moyen maintenant. Donc là, ça y est, on est vraiment dedans. Et en fait, ça a été un petit peu à marche forcée parce qu'on a été obligé de le faire. Donc quelque part, ça a accéléré cette transition en quelques mois, quoi. Donc, à partir de ça, voilà, il y a tous ces éléments un petit peu qui, je pense, ont fait penser à des dirigeants d'entreprise que c'était le moment d'y passer. Mais il y a surtout un élément décisif, c'est évidemment la maturité des crypto-monnaies. Parce que c'est bien beau de faire des mondes virtuels et tout ça, mais bon, à un moment, le but c'est quand même de faire de l'argent avec. Enfin, le but de tout le monde, hein, bien sûr. Donc voilà, on connaît évidemment les crypto-monnaies les plus connues. Et c'est surtout la naissance des NFT là, qui a vraiment tout changé. On peut désormais
on peut désormais avoir de l'unicité dans le numérique, ce qui était impossible avant, puisqu'en fait, on ne pouvait pas prouver que c'était, par exemple, une œuvre numérique ne pouvait pas être la seule, puisqu'on pouvait la copier-coller, puis peut-être en diffuser plusieurs, de plusieurs versions, enfin voilà, ce genre de choses, mais il n'y avait pas d'unicité. Donc les NFT ont vraiment changé la donne avec ça. On a des choses ici, c'est le lab de BNP, le lab, j'ai pris cette information de leur côté. Donc on voit comment dire, l'évolution exponentielle de la contractualisation NFT. Donc enfin voilà, c'est vraiment en cours. OpenSea, c'est une des plateformes sur lesquelles on peut acheter des NFT. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu les éléments de base qui ont fait qu'aujourd'hui, ça y est, c'est le bon moment d'y aller. Donc on y va, et puis on y va à coup de millions. Il y a 10 000 personnes chez Meta qui travaillent sur les métavers. Donc 10 000 personnes, enfin, vous vous rendez compte, c'est absolument énorme. On ne se rend même pas compte de ce que c'est. Bon, évidemment, moi, ça me fait penser qu'il y a forcément un truc qui va coincer au niveau de l'environnement, parce qu'en fait, si on commence, bah, on voit bien que tout ce qui est virtuel a un impact sur le réel, et une blockchain, ça existe maintenant, ça a une incidence maintenant, et ça a une incidence qui grossit, un impact qui grossit au cours du temps. Surtout si on commence à créer de l'unicité, si on commence à créer des NFT à plusieurs millions d'euros, voilà, ça a forcément un impact. Alors, d'un point de vue matériel, parce que c'est quand même là que l'impact du numérique est quand même le plus important, c'est au niveau matériel. On se souvient que pour fabriquer donc là un smartphone, donc il faut énormément de matériaux différents, des métaux et des terres rares. Donc on a de l'indium, du gallium, du germanium, du tantal, enfin voilà, toutes sortes de matériaux. Donc des terres rares ou des métaux classiques. Alors terres rares, ça veut dire qu'ils sont diffusés dans la croûte terrestre, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont rares. Enfin, ça veut dire qu'il faut extraire énormément de roches pour pouvoir extraire un tout petit peu de ces terres. Et donc au niveau du poids, ça c'est la source, c'est Green on est pour un smartphone à 200 kg de matière première pour fabriquer un smartphone, 200 kg de matière, et 800 kg pour un ordinateur portable. Donc on va dire qu'un Oculus, on va se trouver un peu au milieu, un peu entre les deux. Donc vous voyez que si tout le monde commence à s'équiper avec des casques de réalité virtuelle, bah, ça va forcément poser problème. Ce sont les mêmes matériaux que ce qu'on va utiliser pour faire notre transition énergétique, pour passer à des énergies renouvelables, puisqu'il faut exactement ces mêmes matériaux pour fabriquer une éolienne, pour faire du solaire. Donc à un moment, ça va poser un souci. Et puis même sur le stress hydrique, sur l'eau, en fait, il y a énormément il faut de l'eau pour pouvoir extraire cette roche, il faut de l'eau pour pouvoir fabriquer des équipements, donc 7,8 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un chiffre qui on ne s'imagine pas, c'est lié uniquement au numérique. Et sur tout ça, évidemment, actuellement, il n'y a que 17% de ces déchets qui sont collectés et recyclés. Donc on imagine bien qu'il y a un énorme gâchis et qu'il faut faire attention. Donc voilà, ça c'est pour la partie environnementale. Il y a d'autres notions également sur la partie utilisation, j'en parlerai juste après. Sur la partie sociale, sociétale, c'est pareil, c'est un sacré défi. C'est un défi individuel et un défi collectif, vous allez voir. Donc on crée des mondes, mais pour qui est-ce qu'on les crée? Il y a quand même un danger d'exclusion d'une partie de la population souffrant d'électronisme. Donc c'est à relativiser parce qu'en fait, on peut créer des interfaces beaucoup plus faciles à utiliser avec la réalité virtuelle. Donc c'est à relativiser, bien sûr. Mais il faut en être conscient qu'il y a quand même 13 millions de personnes en France qui souffrent d'électronisme, qui se disent incapables de faire une démarche sur Internet. Donc,
voilà, si on fait un truc global, il faut quand même penser à ces personnes. Même chose, si on fait un métavers, il y a des codes sociaux dans ce monde, hein, comme ceux qu'on a tous les jours, dans notre monde physique. Et il faut absolument faire attention à ça. Faire attention à ce que la culture utilisée par le métavers soit un petit peu transmédia et soit capable de traverser les cultures, de traverser les générations également. On a également 20% des Français qui sont en situation de handicap. En situation de handicap, c'est-à-dire des personnes handicapées ou des personnes qui sont en situation de handicap de manière ponctuelle. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même assez énorme. Et même chose, c'est relativisé parce qu'en réalité virtuelle, on peut faire des choses aussi assez intéressantes vis-à-vis du handicap. J'en parlerai juste après. Alors, pour vous expliquer un petit peu une journée type de Alice qui a choisi son métavers et voilà, qui parcourt un petit peu ce monde, je vous ai fait un petit exemple pour vous mettre un petit peu dans la peau d'Alice. Donc Alice, elle utilise MetaMask, qui lui permet de créer un portefeuille de crypto-monnaie, un portefeuille qui est lié à la blockchain Ethereum. Et ça va lui permettre de se connecter à, par exemple, Decentraland. Decentraland, c'est un des métavers connus. Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a déjà un peu de monde. Voilà, moi, hier soir, j'ai assisté à une émission de radio en direct du Mexique, voilà, qui était avec des gens qui étaient assis autour d'une table et puis qui discutaient dans ce métavers. C'est assez rigolo. Il y a plein de trucs qui s'y passent. Et globalement, Alice, elle regarde un petit peu. Il y a des galeries d'art un petit peu partout. Donc là, elle voit un super. Alors, je pense que c'est un chien. Et, je suis pas sûr, mais si, ça a l'air d'être un petit chien tout mignon. Et donc, elle le regarde un petit peu dans la galerie. Puis là, elle appuie sur E et elle veut voir un peu plus d'informations. Et là, on lui dit, allez voir sur OpenSea pour voir comment l'acquérir, faire une offre. Et donc, du coup, ça va lui coûter 2 Ethers. Donc, voilà, c'est 8122 $. Par exemple, donc pourquoi pas. Blockchain Cuties, donc a priori, je pense que c'est un chien parmi une collection. Donc c'est un peu ça l'esprit, quoi. Je collectionne le plus de chiens et c'est vraiment la collection de ces petits chiens avec différentes déclinaisons qui va donner de la valeur à cette collection. Et je vais peut-être pouvoir je vais peut-être pouvoir faire une plus-value sur un ensemble de chiens. Voilà. Et puis elle balade un petit peu, puis on lui dit, ça serait bien quand même que tu ailles sur OVR pour acheter une partie du monde en fait. Donc elle va sur OVR et puis là elle regarde. C'est vrai que le château de Nantes, elle aimerait bien avoir un petit morceau. Voilà, il y en a un qui est for sale ici, là, donc du coup elle va aller voir et puis voir si c'est dans ses prix parce que c'est un peu dépendant de l'humeur un petit peu de la blockchain, enfin de l'humeur de la communauté. Par exemple, cette œuvre, elle a été vendue 6,6 millions de dollars. C'est une œuvre de Beeple, qui est un artiste qui est très connu, qui fait des œuvres numériques qui sont très intéressantes. Donc là, c'est Trump après sa défaite. Ouais, il est mal en point, il est avec tous les déchets. Donc voilà, 6,6 millions d'euros, c'est le record actuel d'achat sur OpenSea. Et puis, elle se dit qu'elle pourra peut-être participer à un défilé de mode en ligne, puisqu'en fait, avec Exclusible, aujourd'hui, il y a des marques de luxe qui font des défilés de mode exclusivement en ligne, et on peut acheter en fait les robes directement après. Donc on peut, et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est des robes il n'y a pas de tissu, donc il y a des choses absolument dingues qui sont capables de faire.
Et en fait, ces robes-là, je vais pouvoir les réutiliser sur mes avatars dans tous mes métavers. Et donc ça, c'est absolument génial, quoi. Notamment, il y a The Fabricant. Donc c'est une société, je ne sais plus par qui elle a été créée, mais enfin, c'est une personne qui est assez connue, parce qu'en fait, voilà, un exemple de défilé, vous pouvez voir la robe en action, et on croirait presque enfin, voilà, qu'il y a vraiment du tissu, c'est vraiment de très bonne qualité. Donc on imagine que demain, en télétravail, on pourra porter ce genre de robe sans problème, quoi. Ok, bon, voilà la journée type d'Alice dans les métavers. Donc, vous voyez, enfin, moi j'ai trouvé ça hyper fun, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Mais voilà, ça pose un certain nombre de questions sur comment sont gérées nos données personnelles derrière, comment est-ce que je sais qu'il n'y a pas de l'analyse de mes moindres mouvements, de mes moindres de consultation d'œuvres, ou est-ce qu'on n'enquête pas sur moi en même temps, et avec quand même des données assez dingues comme le mouvement des yeux, le mouvement du corps, enfin, voilà, c'est quand même autre chose on n'est plus sur du clic, quoi, du remplissage de formulaire, mais c'est un peu plus dingue que ça. Donc, comment est-ce qu'on fait pour essayer de limiter l'impact du métavers sur l'environnement, sur les gens, tout en restant positif sur les métavers, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de choses à faire et que tout reste à faire. Alors, sur la partie environnement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis intéressé vraiment et j'ai essayé de, calquer, enfin de regarder de mon expérience d'éco-conception ce qu'on pourrait faire et de consommateur, ce qu'on pourrait faire pour que le métavers soit un impact un petit peu plus réduit. Donc déjà, sur le matériel, ça paraît évident, mais faut limiter l'achat de nouveaux matériels. Alors, sur l'utilisation du smartphone, donc on peut acheter en fait des casques de réalité virtuelle dans lesquels on vient mettre notre téléphone, et d'autres qui sont autonomes, où en fait il y a déjà un écran, il y a déjà une batterie, il y a déjà tout dedans. Le souci, c'est que si on utilise son smartphone et qu'il a des capacités graphiques assez limitées, ou qu'il est tout le temps au taquet à l'usage, en fait on va le faire vieillir assez rapidement. Et c'est peut-être pas une bonne option que de faire ça. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de l'équipement, il faut voir si c'est capable de gérer ça. Et puis, il faut se dire qu'il y a beaucoup de reconditionnés qui existent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui changent très régulièrement. Voilà. Ça a un effet un peu pervers, parce que ça veut dire que c'est pas de l'achat de seconde main, mais c'est de l'achat de demi-seconde main, voire de quart de seconde main. Mais la plupart du temps, dites-vous qu'un cardboard suffit, parce qu'en fait, vous n'allez pas y passer tant de temps que ça. Enfin, actuellement, il y a des chiffres qui sont sortis du côté de la NSES, et voilà, il y a une heure de jeu en moyenne. Les gens qui passent beaucoup plus de temps, ou qui sont des professionnels du e-sport, par exemple, n'iront pas chercher un cardboard, mais ça peut suffire dans la majorité des cas. Et puis, autre chose, c'est qu'on peut privilégier l'open source et le modulaire. Alors l'open source, maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, mais quand même, il y a quand même des plateformes qui le permettent. Et surtout, le modulaire, ça c'est intéressant, parce qu'en fait, en tant que, il y a toujours des makers pour bricoler les choses qui sortent. Donc, ça a été le cas, par exemple, de l'Oculus, le développement de Kit One. Quand il est sorti, en fait, il manquait du leap motion, c'est-à-dire il manquait un outil pour faire de l'interaction, pour voir ses mains, pour faire plein de choses. Et du coup, il y a des makers qui tout de suite ont dit, on va le rajouter. Et donc ils l'ont rajouté devant, et c'est sorti après dans l'édition d'après. Mais vous voyez que si vous avez quelque chose de modulaire, en gros, il peut s'améliorer dans le temps sans que vous ayez à forcément le changer. Même chose, ça devient de plus en plus compliqué. Et pourquoi pas demain imaginer un indice de réparabilité sur ces casques-là. Ce serait vraiment très bien. En tant que consommateur, est-ce que je dois privilégier les plateformes de jeux en streaming ou acheter du matériel de bonne qualité? Alors,
le problème du cloud gaming, c'est que les flux vidéo sont énormes. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 60% du trafic Internet. Alors ça, c'est des chiffres du chiffre project. Et vous allez voir, il y a des chiffres également sur l'usage de la 5G, donc avec une tendance sur 2022. Ça explose totalement, quoi. Et surtout, la vidéo en 4K pour faire du jeu vidéo, on peut se poser la question des fois sur un smartphone, à quoi bon? Donc après, sur le data center, tout dépend de la localisation du data center et de son mix énergétique. Bon, le mieux, ça reste de ne pas consommer d'énergie, mais si on consomme de l'énergie, autant qu'elle soit la plus verte possible et la moins carbonée possible. Et puis vraiment, enfin, j'ai vu des vidéos de youtubeurs qui disaient mais c'est génial, je pourrais jouer à mon arrêt de bus sur ma plateforme de cloud gaming. En fait, quand on connaît l'impact d'une connexion 4G par rapport à Wi-Fi, c'est absolument dingue. En fait, on se dit, en fait, on ne se rend pas compte en fait de ce que ça représente parce qu'il y a des gigas et des gigas qui transitent sur ces réseaux et consomment énormément d'énergie. Et il y a des plateformes où en fait, si on paye plus cher, on a du ray tracing, donc en fait un meilleur rendu des ombres et des lumières, pour faire vraiment simple. Par exemple, il y a la plateforme Nvidia qui était gratuite pendant un temps. Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. On pouvait jouer à tous les jeux qu'on avait sur Steam, voilà. On pouvait y jouer directement, de manière gratuite pendant un certain délai, histoire de rouler un peu de trucs, j'imagine. Et en fait, si on payait 5 €, un peu plus de 5 €, on pouvait avoir le ray tracing avec ça. Et donc, c'était un peu aller chercher le ray tracing. Mais encore une fois, c'est absolument dingue. Donc, je vous invite à aller voir le document, l'analyse du Shift Project sur l'impact environnemental du numérique et les tendances à 5 ans et la gouvernance de la 5G. C'est super intéressant. Et donc, c'est la première fois qu'on entend parler de cloud gaming côté Shift Project. Et on voit qu'il y a des tendances ici, mais je pense que 2022, c'est forcément à la hausse. Alors, en tant que concepteur de monde, donc comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut agir? Alors déjà, une immersion parfaite, c'est impossible. Bon, ça, les gens qui conçoivent des mondes le savent bien. La plupart du temps, des choses très simples et des choses très accessibles suffisent. On peut directement avoir une bonne expérience d'immersion. Donc il faut privilégier des graphismes simples et privilégier comment dire, la sobriété dans les objets et puis l'affordance. Donc ça veut dire en gros une porte, c'est une porte, ça sert à ce que j'ouvre la porte. Voilà. J'ai vu par exemple sur des Decentraland, à un moment il y a une mini, j'ai vu une mini dans le monde et puis en fait c'était un musée mais qui roulait quoi. Et donc en fait c'est absolument dingue de se dire il y a le musée entier qui transite comme ça et puis les gens rentrent dedans et il y a tout qui charge autour, ça charge tous les décors autour alors que je suis en train de visiter le musée à l'intérieur du mini. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont peut-être pas très essentielles, enfin, qui demandent beaucoup de rendu en fait et qui pourraient être évités. Alors, pratiquer le progressive enhancement, ça veut dire qu'il faut toujours prévoir pour celui qui a le plus mauvais équipement, celui ou celle qui a le plus mauvais équipement. Par exemple, sur Decentraland, je peux y aller avec mon navigateur. Bon, j'ai pas essayé avec Internet Explorer 6, pour pas exagérer non plus, mais je peux y aller avec mon navigateur. Puis si j'ai un casque de réalité virtuelle, je peux l'utiliser. Si j'ai des capteurs supplémentaires, je vais pouvoir les utiliser, mais en gros, prévoir vraiment pour tout le monde en fait. Et vraiment garder à l'esprit quelle est la valeur réelle de ce que je suis en train de produire comme expérience. La compatibilité étendue, ça va être de plus en plus difficile, surtout si les plateformes se resserrent. S'il faut avoir un Oculus pour être dans le monde méta, voilà, il va falloir en acheter un. Donc ça va être très compliqué. Et puis privilégier open source évidemment, mais ça va de soi.
En tant qu'élu, j'ai rajouté cette section parce que pour moi, il y a il y a certainement quelque chose à faire d'un point de vue législation, puisqu'en fait, ça va être impossible de savoir si les actions dans le métavers ont un impact sur le monde physique, et ça va être très très compliqué à calculer. Donc, il est temps qu'on mesure, il est vraiment temps qu'on mesure, et qu'on soit capable de dire à Alice si le budget carbone qu'elle s'est fixé sur son année est respecté ou si elle a atteint le maximum. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être possible, qui peut être lié en fait à l'impact de son portefeuille de crypto-monnaie. Donc voilà, elle peut très bien avoir cette information, et moi je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, d'un point de vue social, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en tant que consommateur, en fait, là, ça devient vraiment essentiel de sécuriser ses accès. C'est-à-dire que là, on pouvait avant se connecter sur des sites avec nos mots de passe, avec nos logins, enfin voilà, et puis on a essayé de garder ça. Là, on est en train de parler quand même de secrets bien plus difficiles à, à garder en mémoire. Donc là, il faut vraiment passer par des portefeuilles de crypto-monnaies et des gestionnaires de secrets. Là, ça devient vraiment indispensable. Moi, je dirais ne pas connecter son identité personnelle à son identité virtuelle parce qu'on ne sait jamais comment ça peut évoluer. On ne sait jamais comment peut être utilisé notre avatar dans un métavers. Actuellement, en tout cas, rien ne peut nous assurer de l'utilisation de notre avatar dans un métavers. Et puis, privilégier les métavers privacy by design. Alors ça, c'est vraiment difficile à voir, mais encore moins quand j'entends parler de Mark Zuckerberg de privacy and safety pour son futur métavers. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à croire, mais bon, c'est peut-être juste... donc là, je vais mettre un boomer, vous ne connaissez peut-être pas, si peut-être quand même, mais Jean-Michel Jarre, en fait, donc il a été le premier à réagir en France après cette annonce-là de Mark Zuckerberg. Lui, en fait, il avait déjà fait un concert sur VRChat, chat VR, VRChat. Et voilà, donc il avait fait ça pendant le confinement parce qu'il cherchait des moyens d'expression alternatifs compatibles avec le confinement. Et là, en fait, il a dit, là, il ne faut pas laisser les Européens ou les Français entre les mains de Mark Zuckerberg pour leur métavers. En fait, il serait urgent de créer un métavers français qui serait open source, qui serait géré par l'État, avec privacy by design évidemment, et qui ne soit pas laissé entre les mains de personnes qui ne cherchent que des intérêts financiers pour ça. Voilà. Je vous mets également ça, c'est très intéressant. Il y a eu une enquête de la NSLS sur les risques. Voilà, en gros, comment communiquer sur les bonnes pratiques d'usage de la réalité virtuelle. Donc, il y a toute une étude sur la cybersémitose. Donc, en gros, le mal des transports qu'on a quand on passe un peu trop de temps dans son casque réalité virtuelle. Alors, pour certaines personnes, c'est genre, ils mettent le casque de réalité virtuelle, 5 minutes après, ils en ont envie de... Donc, il y en a d'autres, c'est un peu plus long. Et Stéphane, tu me faisais remarquer qu'il y a pas mal d'innovations là-dessus. Donc, notamment avec de la projection sur la rétine plutôt que de regarder un écran. Le problème, c'est la convergence et j'ai plus le deuxième mot. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'on fait une mise au point sur un objet qui est devant nous, alors que l'écran nous fait croire qu'il est à je sais pas combien de mètres. Donc, en gros, ça fatigue pas mal la vue à l'avant. Alors sur nos sociétés, c'est un autre sujet. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment d'un point de vue législation, il y a vraiment quelque chose à faire. Par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas si la protection des données sensibles elle est suffisante pour nous protéger. Parce que là, on parle vraiment de données un peu dingues, comme le eye tracking. Eye tracking, en fait,
on regarde, on enregistre tout ce que je vois, tout ce qui attire mon regard. Donc ça veut dire que actuellement on interdit ça. Vous passez dans la gare, si vous vous retournez sur une affiche, eh ben, voilà, actuellement on le fait pas, hein, c'est pas Minority Report quand même. Mais ça pourrait tout à fait être possible dans un métavers en fait. Qu'est-ce qui m'empêche? Aujourd'hui, rien. Et voilà, ça pour moi, il y a vraiment quelque chose à faire. Également sur la voix. Pour moi, quand on parle dans un métavers, on peut très bien être enregistré, on peut très bien reproduire notre voix. Aujourd'hui, avec des intelligences artificielles, on pourra le faire mais super facilement. Même chose pour l'expression du corps, le mouvement du corps. Donc en fait, il se pose la question de l'usurpation de l'identité. Moi, qui me dit qu'en face de moi, dans le métavers, c'est bien quelqu'un que je connais, quoi. En fait, si une personne passe suffisamment de temps dans un métavers, il pourra donner suffisamment de données pour permettre à une IA de le recopier facilement et avec vraiment des choses très très fines. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet. Et l'autre sujet, c'est la protection des avatars. Est-ce qu'il faut un droit du métavers? Dans le sens où, qu'est-ce qui m'assure que le métavers, mon avatar, va pas être utilisé dans le métavers de manière complètement dingue? Est-ce qu'on va pas faire mourir mon avatar dans le monde? Voilà. Est-ce que c'est autorisé? Et quelle est la législation, quel est le droit de l'avatar? Parce qu'il y a vraiment, ça paraît être une blague. En fait, il y a vraiment un sujet d'incarnation. Que l'incarnation, c'est quand en fait on se transpose dans notre avatar. Et ça arrive vraiment. C'est-à-dire que il y a des essais, il y a des tests qui ont été faits où en fait on met une personne virtuellement face à elle-même dans un miroir, elle est en immersion, elle voit son avatar dans le miroir. Et on vient juste passer un pinceau sur la main. Et même chose pour l'avatar. Et on synchronise vraiment ce passage de pinceau. On le fait quelques fois. Et au bout d'un moment, dans le monde virtuel, il y a quelqu'un qui saisit la main ou qui fait un geste brusque. Mais en fait, machinalement, la personne, dans le monde réel, elle enlève ses mains parce qu'elle est vraiment dans l'avatar. Et l'incarnation, c'est vraiment quelque chose d'assez fort, mais qui existe vraiment. Et donc, cette incarnation, quand l'avatar, lui, il n'a pas de droit, il est utilisé dans le métavers voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est la question que je pose. Je n'ai pas de réponse. Quelle protection contre la fraude et les arnaques en NFT? Alors aujourd'hui, si je vais voir la police en disant bah, au secours, j'ai acheté un NFT, puis en fait on m'a arnaqué, je pense que les gens vont dire c'est quoi ton NFT? Pourquoi tu as acheté un truc sur une plateforme? Enfin voilà, quels sont les droits aujourd'hui vis-à-vis de ça? Comment je me protège moi si jamais il y a une arnaque NFT, quoi. Voilà. Voilà, pas mal de questions pour vous. Vous avez 2 heures pour y répondre. Non, le but c'est qu'on reste positif quand même, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de choses à faire, mais il faut quand même se poser les bonnes questions, et c'est génial en fait de pouvoir se dire qu'on va recréer des conditions propices à l'évolution de l'art, à l'évolution de plein de choses. Donc c'est hyper positif. Je voulais juste vous donner 2 choses pour vraiment qu'on se quitte sur des choses positives. Alors, voilà, je vous ai mis un monsieur torse nu. Paul Bachirita, c'est un classique, il y a certainement des choses qui ont été faites depuis. Mais en fait, Paul, donc ça c'était en 1972, en fait il a travaillé sur la substitution sensorielle. En fait il s'est dit, une personne handicapée, pas parce qu'elle ne voit pas par les yeux qu'elle ne peut pas voir par un autre sens. Et donc il a fait des prototypes permettant de ressentir des choses sur le ventre ou sur le dos. Donc c'est la plaque qu'il a là dans la main. Et en fait, il s'est dit, ben voilà, on peut réinventer un sens différent pour voir les choses, pour ressentir les choses, mais pas nécessairement par la vue. Et en fait, c'est ça qui est génial avec les métavers. Je ne sais pas si vous connaissez le principe du restaurant dans le noir, qui existe, où en fait, ben, on va manger dans un restaurant, et en fait, ben, il fait totalement noir, et en fait, on mange les choses de manière différente. Voilà, alors, on pourrait se dire qu'on pourrait très bien aller dans un métavers demain, et en fait, ben, on enlève l'un des sens.
et puis on le remplace on fait une substitution sensorielle par un autre sens. Et même chose, en fait, on pourrait se dire que dans les métavers, en fait, on pourrait travailler sur l'espace, la sonorisation, la génération de sons binaural, je crois. Et qu'on pourrait, en gros, permettre aux déficients visuels de pouvoir voir les choses de manière avec les oreilles, en fait. De voir les choses avec les oreilles. Et ça, il y a des choses qui existent dans le monde physique, mais dans le métavers, c'est encore plus accessible, en fait. On peut, nous, développeurs, faire des choses là-dessus. Donc ça, je trouve ça super. Et puis, dernière chose, j'ai vu ça, c'est sorti il n'y a pas longtemps, je pense. Il y a en fait, la réalité virtuelle, ça peut aussi permettre de parler du handicap. Et il y a une série qui est sortie sur Arte qui s'appelle 1 mètre 1. En fait, c'est l'histoire de. Donc, ça se passe en Argentine. C'est Juana, qui est au lycée et en fait, elle milite pour l'éducation sexuelle dans son lycée. Et c'est une série en fait qui est à la fois sur Arte en format vidéo et disponible sur YouTube avec de la réalité virtuelle. Voilà. Je vous laisse aller voir ça. Merci à vous. Merci à toi. Alors, est-ce qu'il y a des questions à distance? Non, est-ce que tu es connecté? Oui, je suis connecté, je regarde le modérateur. Le modérateur en direct. Pas de questions, mais n'hésitez pas. Enfin, il y a eu Nicolas, il y a eu des échanges un peu techniques. Ah, il y a eu des échanges techniques. Ouais, Ah oui. Il y a eu des discussions parallèles. Très bien. Très très bien. Écoutez, j'espère que le sujet vous parle et n'hésitez pas à poser des questions ou même pour ceux qui ne sont pas forcément Digital for Better, de venir poser des questions sur LinkedIn. N'hésitez pas. Alors, le nom de la série, c'est 1 mètre 20. Pourquoi ce nom? Alors là, j'en ai aucune idée, je ne l'ai pas encore regardé. Ouais, c'est une bonne question, Xavier. Si on achète plus de trucs immatériels, peut-être que l'on en achètera moins de matériel. Et ouais, et c'est tout à fait possible. Mais je ne l'ai pas dit pendant la présentation, mais je pense que ça va faire un immense effet rebond. Donc, ça va être un bel exemple. Est-on obligé d'acheter des choses? Est-on obligé d'acheter des choses, même immatérielles? Ça se trouve, on pourra vivre dans un minimalisme immatériel. On peut créer le courant maintenant, si vous voulez. Mais non, c'est une bonne question. On peut se dire qu'on peut acheter des choses virtuelles qui auront moins d'impact sur le monde réel, mais je pense, et c'est comme pas mal d'exemples, l'exemple du disquaire, hein, avant, j'allais chez le disquaire, j'achetais des disques. Maintenant, j'ai Spotify, donc je n'achète plus de disques. Par contre, j'ai genre la bibliothèque d'un collectionneur de vinyle compulsif, quoi. Donc voilà, ça c'est des effets rebonds, voire des Gibbons effects, quand l'ensemble de l'impact initial est dépassé et qu'on vraiment on a franchi l'impact initial et qu'on a dépassé. Tu as une autre question de Mathieu. À quel besoin répond le métavers? Alors ça c'est philosophique. Alors je pense que le besoin, c'est le besoin de se déconnecter, le besoin de. Alors c'est un peu paradoxal, mais c'est le besoin d'aller ailleurs, le besoin de. En fait, l'homme ne peut pas se satisfaire de la réalité. Ça, c'est vraiment quelque chose. La réalité ne suffit pas à l'homme. Il faut toujours qu'il puisse s'évader dans autre chose, soit dans l'art, soit dans plein de choses. Donc, je pense que ça répond à ce besoin-là. Et quelque part, ça répond pas forcément à un besoin non plus, dans le sens où actuellement, c'est on le peut, donc on le fait, on y va, on regarde ce que ça fait, on expérimente, et c'est ça aussi l'être humain, quoi, c'est l'expérimentation perpétuelle.
métavers, multivers pour Thierry. Un rapport sans doute multivers. Non, ça n'a aucun lien. Non, Non, parce que multivers, c'est que des univers physiques, hein. Des parallèles. C'est ça. Aucun lien métavers. physique. Bon, tu peux avoir un multi-métavers. C'est un code section 2. Ouais, une très bonne question de Jean-Daniel. Salut Jean-Daniel. Ouais, effectivement, en fait, c'est pour moi, en tout cas, salut. Si. Mon avis à moi, c'est que tel que c'est fait aujourd'hui, tel que c'est pensé aujourd'hui, on va arriver aux limites. En fait, pour moi, on va devoir choisir entre faire de la transition énergétique ou faire de la transition numérique, mais on ne pourra pas faire les deux, en fait. Je ne vois pas comment c'est possible. En fait. En tout cas, avec les chiffres que je regarde, avec ce que je lis un peu, je ne vois pas comment c'est possible. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un métavers low-tech? un métavers low-tech, et justement, je propose un métavers 2D, où il n'y a pas de 3D. Hein. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années, je n'ai plus le nom en tête, mais où en fait, c'était une personne qui imaginait comment ça se passerait dans un monde 2D. Donc on serait un point, et puis on créerait des droites. On pourrait le faire en 1D. En 1D, pourquoi pas. Ouais. On serait plus sur une... On serait plus sur... Donc voilà, pourquoi pas. On lance l'idée d'un métavers à low-tech. Comment s'inscrit le métavers vis-à-vis de nos ressources limitées? Effectivement, Mathieu, c'est un peu la question de Jean-Daniel. En fait, il ne s'inscrit pas vraiment, en fait. Hein. En fait, je pense qu'il y a quand même de bonnes choses au métavers. Je suis pas, mais je pense qu'il faut, tant qu'on n'aura pas trouvé de moyens de produire des métaux et des éléments chimiques pour nous éviter d'aller creuser dans la roche, je pense que ce ne sera pas possible, en fait, ce ne sera pas soutenable. Je vous invite à lire Prométhéeum. Est-ce que ça ne permet pas quand même à quelqu'un qui habite dans un appartement de 15 mètres carrés, finalement d'avoir un appartement de 400 mètres carrés, une maison ou une villa, tu vois, dans le métavers, donc d'avoir des ressources. Ouais, complètement. Oui, je pense que sous la contrainte, en imposant, je pense que c'est possible, mais que quand on a un appart de 10 mètres carrés et qu'on a un métavers, on voudra une maison et un métavers, et puis on voudra un métavers je sais pas comment, plusieurs métavers et plusieurs apparts. Enfin, pour moi, il y a toujours un effet rebond à notre volonté d'avoir plus. On voit le prix du petit chien l'appartement. C'est ça. Ouais. Une question, est-ce qu'une voiture électrique dans le métavers elle consomme plus d'électricité qu'une voiture électrique dans le monde réel? Ça, c'est la question. Ouais, ça dépend. Si c'est un Hummer, je pense qu'il consomme plus dans le métavers. Ça dépend du nombre de polygones. Ça dépend du nombre de polygones, effectivement. Le nombre de personnes qui le regardent, en fait. Et il y avait une question, métavers low-tech, hypnose, ou alors juste aller dormir. Ça, c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt pas mal. Ouais, mais tu ne partages pas le rêve avec plusieurs personnes. On pourrait partager le rêve avec plusieurs personnes. C'est peut-être une solution. Ouais, effectivement, Inception, tout ça. Est-ce que l'informatique quantique et l'IA ne va pas nous sauver? Oui, ça ne va pas nous sauver. Je pense que c'est l'informatique quantique plus les nouveaux, comment dire, les centrales nucléaires, les nouvelles centrales nucléaires, oui, à fusion, ou celles que tu peux mettre dans la poche, pour genre une batterie de secours. Des nanocentrales nucléaires. Une petite centrale nucléaire par personne dans la poche. Ça peut être bien. Merci à vous. Merci Benjamin. Ouais, merci. Très bonne journée.